Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes fidèles de ESAE TV, bonjour et bienvenue sur votre émission L'invité. Dimanche 1er septembre 2024, nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire, raison pour laquelle nous allons recevoir pour vous ce matin quelqu'un qui est de ce monde. Il est du monde syndical, il est enseignant du secondaire, il a pour nom Alexandre Adjinan. C'est l'invité de ce dimanche, Monsieur Alexandre Adjinan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je me porte bien. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Je vais vous recevoir en compagnie de ma coéquipière de tous les jours, Nasrine Fatumbi. Nasrine, bonjour. Bonjour, Canis Kitomo. Comment ça va? Ça va, bonjour à vous, monsieur Alexandre. Bonjour, madame la journaliste. Je rappelle que monsieur Alexandre Adjinan est le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle du Bénin. Monsieur Adjinan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment avez-vous passé ces vacances? Bon, nous n'avons pas eu de vacances en tant que telles parce que, compte tenu des responsabilités que nous avons, nous n'avons pas eu de vacances puisque, en réalité, on a fini les travaux d'examen vers la fin du mois de juillet. Oui. Puisque nous sommes impliqués dans les travaux du baccalauréat et les épreuves orales du baccalauréat ont eu lieu le vendredi 19 juillet 2024. Oui. Donc ce n'est qu'après ça que nous nous sommes mis à réactualiser nos fiches et nous sommes déjà à 2 semaines de la rentrée. Donc nous n'avons pas eu de vacances en tant que telles. Autrement dit, les enseignants ne se reposent pas? Bon, les enseignants ne se reposent pas. C'est de ça il s'agit. C'est vrai que dans quelques jours, nous allons aborder la rentrée scolaire. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'année écoulée, l'année scolaire écoulée, sur le plan syndical? Bon, avant de parler de l'année scolaire écoulée, je voudrais d'abord et avant tout remercier tous les acteurs du secteur de l'éducation, notamment les enseignants qui ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions avoir les résultats que nous avons eus en fin d'année. Parce que les enseignants sont les acteurs clés du secteur de l'éducation. Donc, ils se sont donnés et ils ont accompli leur mission. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir ces résultats-là, malgré les conditions de vie et de travail difficiles. Oui. Donc, un commentaire sur ces résultats? Bon, je dois dire que nous avons connu une amélioration par rapport à l'année dernière en ce qui concerne le CEP et le BPC. Bon, par rapport au baccalauréat, on a régressé un peu. C'est la série D qui n'a pas surtout marché. Donc, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à ces résultats. Toujours parlons des résultats des examens nationaux de l'année écoulée par rapport au baccalauréat. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas concrètement marché? Bon, ce qui n'a pas marché... Est-ce la faute aux enseignants ou aux écoliers? Bon, je crois que un examen, c'est d'abord et avant tout la préparation. Et les enseignants ont eu à jouer leur partition. Et ils ont préparé les apprenants comme cela se doit. Et il y a également les apprenants. Et ça dépend
des conditions dans lesquelles les enseignants et les apprenants se trouvent. Parce que souvent, on a tendance à comparer les résultats des établissements privés à ceux des établissements publics. Ce n'est pas la même réalité parce que au moment où vous avez en face de vous plus de 50 apprenants dans une classe de terminale, plus de 60 dans une classe de troisième, dans le privé, c'est entre 25 et 30. Donc, on a le temps ces collègues-là ont le temps de suivre ces apprenants-là et de répéter les évaluations et cela leur facilite la tâche. En dehors de ça, puisque ceux qui viennent dans le public, ce sont les enfants dont les parents n'ont pas assez de moyens. Et dans le privé, non seulement ils sont dans le privé, mais il y a également l'accompagnement par rapport à l'encadrement. Donc, tout ça la joue dans les performances au niveau des résultats. Puisque les conditions ne sont pas les mêmes. Dans les publics, il n'y a pas suffisamment de salles de classe. C'est le système de classe volante. Vous le savez très bien. Donc, voilà autant de facteurs qui agissent sur la production des apprenants. À cela s'ajoutent aussi les épreuves qui sont proposées. Parce que lorsque les épreuves sont difficilement accessibles, cela joue également sur le rendement des apprenants. Donc voilà autant de facteurs qui justifient les performances atteintes à la fin de l'année scolaire 2003-2024. Mais la dernière donnée que vous avez partagée avec nous, je ne comprends pas très bien. Épreuve difficilement accessible. Cela voudrait dire quoi? Bon, dans certaines disciplines, les épreuves ne sont pas pour autant accessibles. En tout cas, on a eu les commentaires. Nous n'allons pas nous accessible dans quel sens? Les écoliers n'ont pas eu à sur cela au cours de l'année écoulée? On ne parle pas du CEP, nous parlons du baccalauréat. Oui. Donc, au niveau de certaines séries, bon, les épreuves n'ont pas été vraiment accessibles. Bon, nous n'allons pas. Non, mais qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce qu'il y a quand même plusieurs niveaux de sélection avant que les épreuves ne soient proposées? Qu'est-ce qui se passe? On ne respecte pas le programme, ça sort du programme. Fait les propositions, puisque c'est un examen, mais un examen, ce n'est pas un concours. Justement. S'il y a des nœuds qui sont difficiles à déceler par les candidats, bon, cela justifie ce que nous avons souvent comme performance. D'accord, merci du fait que vous avez accepté de vous prêter à cette question, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de ce jour. Peut-être que nous allons y revenir au cours de cette émission, mais ce qui nous intéresse davantage, c'est la rentrée, parce que dans 2 semaines, nous allons reprendre le chemin des classes et je vais permettre à ma collègue de commencer avec vous sur le sujet. Alors, comme l'a annoncé Kales Kitoumé, dans 2 semaines, probablement le 16 septembre prochain, c'est la reprise des classes selon le calendrier qui a été révélé par un arrêté interministériel. Alors, en tant que membre d'une organisation syndicale, quelles sont déjà les dispositions de votre côté? Bon, il faut dire que les enseignants et les responsables syndicaux ont joué leur partition. Les enseignants ont joué leur partition parce qu'ils sont prêts, je l'ai dit tantôt, et nous sommes en train de réactualiser nos fiches. Et en dehors de cela, nous nous apprêtons pour les journées pédagogiques qui vont se dérouler dans la semaine du 2 septembre, les 5 et 6 septembre. Et nous allons nous retrouver pour échanger par rapport au programme par classe. Et je crois que c'est une activité très importante et les enseignants se préparent à participer à cette activité-là. Donc, au niveau des enseignants, on peut dire que nous jouons et nous continuerons de jouer notre partition. Les responsables syndicaux ont également joué leur partition. Les responsables syndicaux ont joué leur partition dans la mesure où ils ont accepté, sans l'installation officielle de la commission administrative paritaire, parce qu'il y a eu les élections professionnelles au niveau sectoriel, au niveau
du sous-secteur des enseignements maternels primaires ainsi que du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Au niveau du MAMP, la CAP est déjà installée. Au niveau du sous-secteur des enseignements secondaires, les enseignants, les responsables syndicaux n'ont pas attendu l'installation de la CAP avant d'accepter travailler dans la Commission nationale de mutation. Okay. Parce que cette année, c'est une année de mutation nationale. Okay. Ça, c'est important de le souligner. préciser. Les mutations nationales ont désormais lieu chaque 3 ans au niveau du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Oui. Donc, la Commission nationale de mutation a travaillé du 11 au 13 juillet passé. Donc, ça fait plus d'1 mois. Et conformément à l'arrêté numéro 2024-30 du 31 mai 2024 portant réglementation des mutations du personnel enseignant agent de l'État, il faut apprêter les titres de mutation et les publier 1 mois au moins avant la reprise des activités pédagogiques. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée et nous n'avons pas de titre de mutation. C'est une première avec... Mais quelle pourrait être la conséquence de cette disposition qui n'a pas été respectée? Non, la conséquence est que les enseignants qui feront l'objet de mutation ne pourront pas effectuer la pré-rentrée ni la rentrée à la date prévue. Parce que lorsque quelqu'un est muté du nord vers le sud, par exemple, il doit se déplacer, il doit voyager, il doit venir s'installer, il doit installer sa famille, ses enfants doivent aller à l'école. Mais on ne peut pas disposer d'une semaine pour préparer tout ça. Donc, l'arrêté est en train d'être violé là maintenant. Et on ne peut pas accuser les enseignants lorsqu'on va constater qu'ils n'ont pas repris le chemin de l'école à la date fixée, c'est-à-dire le 16 septembre, parce que le gouvernement n'est pas prêt, le ministère n'est pas prêt, les dispositions n'ont pas été prises. Parce qu'en dehors des mutations, il y a également les nominations. Et je dis c'est une première et c'est regrettable. C'est regrettable. Parce qu'est-ce qui explique ce retard? Non, mais on ne peut pas comprendre parce que les organisations syndicales ont joué leur partition sans attendre l'installation de la CAP. Les responsables syndicaux ont accepté de travailler dans la commission de mutation du 11 au 13 juillet. Ça veut dire que la balle est dans le camp des autorités. On ne peut pas comprendre ce qui pourrait justifier cette attitude-là, au point où la commission a travaillé, ça fait plus d'1 mois et jusque-là, les titres de mutation ne sont pas disponibles. Vous disiez tantôt que c'est une première. D'effectuer. Oui, parce que par le passé, on n'a jamais, c'est vrai, il y a des retards par le passé, mais déjà 3 semaines au moins. Sinon, bon, d'habitude, le délai d'1 mois n'est pas souvent rigoureusement respecté. Mais au moins à 3 semaines, on a les titres de mutation pour permettre aux collègues de voyager. Mais tel n'est pas le cas. Les nominations, mais le ministre Yves Kouaro-Tchabi nous a habitués à quelque chose. Au début du mois de juillet, il publiait déjà les nominations. Mais on est en septembre là maintenant et on n'a pas les titres de mutation. 2 mois de retard. On n'a pas compris. Et cela ne se justifie pas parce que déjà en février 2024, les directions départementales ont été instruites au fin d'envoyer les propositions de nomination vers la direction de l'administration, de la planification de l'administration et des finances du ministère. Donc, au niveau des directions départementales, le travail a été fait et la commission a siégé. Mais jusque-là, on n'a pas les nominations aussi. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que l'on parle de reprise des classes sans qu'on ne prenne les dispositions en amont pour permettre aux différents acteurs de reprendre effectivement le chemin de l'école. Donc le gouvernement, notamment le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, n'est pas prêt pour qu'il y ait reprise, pour qu'il y ait pré-rentrée le 9, pour qu'il y ait reprise le 16 septembre. C'est ça la réalité est là.
On n'a pas besoin de démontrer ça. Non, mais la date est fixée. Comment est-ce qu'il peut ne pas être prêt? Non, ne pas être prêt, c'est ne pas publier les nominations. Les Ne pas être prêt, mutations. c'est ne pas publier les titres de mutation. Je l'ai dit, je l'ai démontré tantôt. Oui. Parce que sans ça, c'est une année de mutation nationale. Non, mais Ceux qui doivent se déplacer. supposons que demain, déjà, au 2 septembre, Non, les titres de l'arrêté est mutation déjà soient... violé, c'est au moins un mois. Non. Donc on ne peut pas en vouloir. Non, mais quand on a déjà les pieds dans l'eau, il faut chercher la solution. Là, nous avons déjà les pieds dans La solution l'eau. n'est pas avec nous. Donc, je suppose Nous avons joué que notre demain, partition. 2 septembre 2024, les titres de mutation soient publiés. Est-ce que ça aura encore des conséquences négatives sur la bonne reprise des activités? Oui. Dans Il quel faut sens? un mois. Oui, il faut un mois. J'ai dit tantôt. Oui, nous sommes d'accord, mais vous avez dit généralement on ne respecte pas le mois, 3 semaines, mais là, 1 semaine en moins. Est-ce que vous ne seriez pas vous-même amené à sensibiliser vos syndiqués à s'adapter à la nouvelle situation? Non, il faut ça dire, nous sommes régis par des tests Oui. et le gouvernement qui s'est installé depuis 2016 a parlé de la rupture. La rupture avec les anciennes habitudes. Donc, lorsqu'on s'inscrit dans une logique pareille et que nous autres, nous jouons notre partition, bon, on doit pouvoir faire les choses dans les règles de l'art. Nous avons reconnu que par le passé, ça ne se passait pas comme ça. Surtout les nominations. On a les nominations au début du mois de juillet. Donc, les autorités du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle nous doivent des explications par rapport à ce qui s'est passé. Qu'on ne publie pas les titres de mutation et les nominations jusqu'à ce jour. Elles nous doivent des explications, ces autorités. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de votre ministère. Est-ce que les autres ordres d'enseignement, est-ce que dans ces ordres au moins ça peut aller? Non, mais le MEMP a déjà publié les titres de mutation, les nominations. Ça, c'est fait depuis, il y a de cela 2 semaines déjà. C'est déjà fait. Donc le délai a été respecté? Oui, le délai a été respecté. Non, s'il y a des situations qui bloquent ça, on doit pouvoir nous le dire pour que nous comprenions. Parce que nous ne comprenons pas. Et nous savons que ce n'est pas l'habitude du ministre Yves Poirot-Chabi qui fait des efforts pour que les choses changent. Donc, les acteurs syndicaux l'accompagnent aussi. Mais tel que ça se passe, on ne comprend pas. Mais c'est lui qu'on voit d'abord. Donc, il faudrait qu'on sache mais à quel niveau se situe le blocage et quels sont les acteurs qui bloquent ça pour qu'on comprenne. Sinon, c'est lui qui est le premier responsable. Et ce qui se passe, c'est pas bien. C'est vraiment regrettable. Et ça révolte les enseignants. Nous comprenons que les enseignants sont en droit de se révolter, mais nous sommes dans une république et vous savez, l'école, c'est quand même l'épicentre de la nation. Quand l'école va mal, tout va mal. Bon, maintenant, par amour pour la nation, même si ça venait en retard, est-ce que vous, responsables syndicaux, vous ne seriez pas bien obligés de prendre votre bâton de pèlerin et de sensibiliser tous les enseignants pour qu'ils puissent quand même s'adapter à cette situation de crise, entre griffes, je vais le dire comme ça, pour que la rentrée ne soit pas perturbée. Parce que quand la rentrée est perturbée, c'est tout le système, c'est toute la nation qui est perturbée. Non, mais on doit situer les responsabilités parce que... Avant d'essayer de sauver les meubles... Il faut d'abord comprendre les raisons du blocage pour prétendre expliquer quoi que ce soit. On ne peut pas prendre cet engagement-là parce que on ne veut pas être complice de ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, nous ne comprenons pas les raisons qui justifient le retard. Oui. Et nous allons nous mettre à expliquer, prenez patience. Non. L'arrêté est en train d'être violé. Donc, ce n'est pas notre rôle d'aller jouer ce rôle de sapeur-pompier-là. Je pense que nous ne pouvons pas nous mettre dans cette posture-là. Nous n'avons rien contre le ministre Yves Poirot-Chabi, mais qu'on nous dise, qu'on situe les responsabilités et qu'on nous permette de savoir où se situe le blocage, les raisons de ce blocage. Sinon, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Dans la même République où un autre sous-secteur a publié les mutations, les nominations, et c'est bloqué au niveau d'un autre sous-secteur. C'est pas bien. Et s'il y a des gens qui veulent saboter les actions du ministre Yves Poirot-Chabi, il faudra bien que cela soit dénoncé.
Nous, on ne sait pas où se situe le blocage. Monsieur Alexandre, on aurait bien vous compris. Si l'on s'en tient aux raisons que vous venez de numérer, par exemple, le retard dans la publication des nominations et la liste des mutations, avez-vous la même sérénité que l'année dernière pour débuter une nouvelle année scolaire? Non, mais on ne peut plus parler de sérénité là maintenant. Parce que lorsque les acteurs attendent les mutations, les nominations, ça ne sort pas. Mais ça pose un véritable problème parce que les collègues concernés par la mutation ne sont pas dans le secret des dieux pour savoir où est-ce qu'on va les envoyer. Donc, chacun est sur le qui-vive, comment est-ce que ça va se passer. Si cela venait plus tôt, et on allait se préparer pour faire face à ça. Maintenant, tel que ça accuse de retard, on ne peut plus parler de la même sérénité. Ok, monsieur Adjinan, je sais que dans votre secteur, c'est vrai qu'il y a les APE, les agents permanents de l'État, mais il y a également une autre catégorie qui n'est pas des moindres et qui apporte beaucoup dans votre sous-secteur. Est-ce que à leur niveau, au moins, tout est en ordre pour que la rentrée ne soit pas perturbée? Parce que ce n'est pas forcément les mêmes préoccupations. Bon, vous parlez des collègues AME. Oui. Vous parlez des collègues AME en principe. Et ils sont dans une situation de préinsertion. Parce que AME aspirant au métier, on ne peut pas appeler des gens. Bon, ça se passe comme ça, mais nous espérons que d'ici à là, ça va changer. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui a le CAPES, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, ou bien au professorat de l'enseignement technique CAPET. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a le CAP, le certificat d'aptitude pédagogique au niveau du primaire, et l'appeler aspirant. Il aspire à quoi? Il est un enseignant à part entière. Ceux-là sont des enseignants à part entière. Donc, les collègues concernés sont dans une situation de préinsertion. Et par rapport à ces collègues-là, il faut dire que c'est vrai, il y a eu des pas de la part du gouvernement dans la bonne direction. C'est-à-dire, non, le reversement n'est pas encore devenu une réalité. Et je voudrais dire que ça là, c'est ce que tout le monde attend. Il y a eu cette décision de payer les 12 mois sur 12 à ces collègues-là. Mais en dehors de ça... Mais est-ce que cette décision est déjà appliquée? Parce que nous sommes en vacances. C'est le moment de constater si c'est vraiment fait. Oui, bon, je crois qu'il doit rester quelques-uns seulement ce dernier mois. Okay. On attend de voir si ce dernier mois est payé intégralement. Donc la situation du reversement a été réglée? Non, ce n'est pas ça. 12 mois sur 12 ne signifie pas reversement. Parce que lorsqu'on est titulaire d'une maîtrise au recrutement, d'une licence ou bien du BAPES ou bien du CAPET, on sait combien on gagne en tant qu'agent de l'État. C'est pas ça que les collègues gagnent. C'est une situation de précarité. Donc, compte tenu de nos interventions, de nos différentes réactions, et compte tenu des démonstrations que nous faisons, parce que les collègues en question représentent plus de 80% de l'effectif des enseignants. Donc, si ceux-là ne se sentent pas à l'aise, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes et nous ne pouvons pas avoir une offre éducative de qualité. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, le gouvernement a fait un effort pour payer 12 mois sur 12 aux collègues AME, mais cette promesse a été faite depuis un moment. Mais en dehors de cela, cet acte, nous l'avions apprécié en son temps, c'est un pas dans la bonne direction, nous l'avions dit. Mais en dehors de cela, le gouvernement a promis le reversement vague par vague. Donc, en principe, depuis 2 ans, on devrait pouvoir reverser les AME en agents contractuels de droit public de l'État. Mais ce n'est pas fait. C'est ce que les AME attendent. Parce que ceux qui vivent là, c'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation dans la mesure où un arrêté a prévu que ces AME-là, en fonction de leur diplôme, exécutent respectivement 20 heures, 22 heures. Mais on constate que l'arrêté est là, mais contrairement aux dispositions de l'arrêté, des instructions sont données par les autorités du secteur de l'éducation, de notre sous-secteur à divers niveaux,
pour qu'on attribue à ses collègues 24 heures de cours plus 2 heures d'animation pédagogique. Et depuis plusieurs années, cette situation continue. On en parle toujours, mais ce n'est pas corrigé. Donc, quand ça se passe comme ça, l'enseignant qui doit d'abord préparer les fiches, qui doit venir à l'école, il enseigne une discipline comme le français par exemple, où il fait 6 heures par semaine. On lui donne 4 heures au premier cycle, ça fait 24 heures, et 2 heures d'animation pédagogique. Au premier cycle, généralement, puisqu'il n'y a pas suffisamment de salles de classe dans les établissements publics, c'est plus de 60. Si on prenait même les 60, le professeur de français qui doit évaluer en lecture et en communication écrite doit faire au moins 2 évaluations en lecture pour le compte du premier semestre. Mais c'est au-delà parce que le planning vous dit déjà, bon, en octobre, il faut avoir la première note. Donc, il faut multiplier les 60 par le nombre d'évaluations. Les évaluations ponctuelles des tables, les interrogations, les évaluations formatives et les évaluations sommatives, les devoirs surveillés. Donc, l'enseignant qui est dans cette situation-là, qui doit corriger près de 1000 copies ou bien plus de 1000 copies par trimestre, ne pourra pas tenir. Et c'est ça qui amène certains collègues à regrouper les apprenants par groupe. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus le choix lorsqu'ils sont sous pression et on demande les notes. Mais une évaluation de groupe, ça ne permet pas d'apprécier la performance de chaque apprenant. Donc, lorsqu'on surcharge les enseignants de cette façon, on ne peut pas avoir de bons résultats. Donc, on doit pouvoir revenir à la charge horaire hebdomadaire des AME. Leur attribuer les 20 heures et 22 heures. Parce que déjà, par rapport aux agents de l'État, il y a une discrimination. Les agents de l'État titulaires du CAPES ou de la maîtrise, ceux qu'on appelle élèves professeurs certifiés, c'est ceux qui sont titulaires de la maîtrise, ou les professeurs certifiés exécutent 18 heures de cours, y compris 2 heures d'animation pédagogique. Les professeurs adjoints et les élèves professeurs adjoints en exécutent 20, y compris les 2 heures d'animation pédagogique. Ce sont les agents de l'État. Oui. Mais par rapport à eux, on a déjà augmenté 2 heures aux AME. Mais on a fait ça à travers un arrêté qu'on ne respecte pas et on les surcharge encore. Avec ça, c'est-à-dire le système n'est pas en train d'être bien géré et cela pose un véritable problème parce que l'éducation, c'est le socle du développement. Et il n'y a pas que ces problèmes-là. En dehors des questions de reversement, il y a les questions de formation. Nous avons des collègues qui sont en formation actuellement dans les différentes écoles normales, mais leurs arrêtés de mise en formation ne sont pas disponibles. Alors que dans le cas du reclassement, parce qu'il y en a qui sont en train de finir, qui sont en train de soutenir déjà leur mémoire de BAPES, de BAPET, de CAPET, mais même s'ils obtiennent l'attestation de diplôme sans l'arrêté de mise en formation, ils ne peuvent pas bénéficier du reclassement. Donc nous ne comprenons pas pourquoi la formation a démarré depuis bientôt 2 ans et l'arrêté interministériel de mise en formation qui doit être signé par 3 ministres, c'est-à-dire la fonction publique, le ministre utilisateur, c'est-à-dire le sous-secrétaire des enseignements secondaires, et puis le ministère de l'économie et des finances qui paye les agents de l'État. Ce sont les 3 ministres qui signent les arrêtés de mise en formation. Mais jusque-là, ces arrêtés-là ne sont pas disponibles. En dehors de cela, il y a la mise en formation des professeurs adjoints. Les professeurs adjoints devraient être envoyés en formation 3 ans après l'obtention du brevet d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou de technique BAPES-BAPET. Mais depuis plus de 10 ans, il y a des titulaires du BAPES qui attendent d'être mis en formation pour le CAPES. Il y a également des collègues recrutés directement avec le BAPES ou le BAPET en 2014 et en 2016 surtout. Donc, nous parlons de la mise en formation des professeurs adjoints en général sans distinction de promotion. Parce que lorsqu'on s'en tient aux
décret 2015-592 du 21 novembre 2015 portant statut particulier des corps des personnels enseignants de l'enseignement du second degré. Il est clair que lorsque quelqu'un passe 3 ans dans la catégorie A échelle 3, on doit pouvoir prendre les dispositions pour sa formation en vue de l'obtention du CAPES ou bien du CAPET. Mais ceux-là attendent depuis des années et la mise en formation de ces professeurs adjoints-là, nous avons l'impression que ça ne préoccupe pas encore le gouvernement. Et c'est dommage parce que ce sont les professeurs adjoints. Oui. Parce que tout se tient, ce sont les professeurs adjoints qui interviennent pour la plupart au second cycle. Il y en a qui ont obtenu leur CAPES. Oui, il y en a qui ont obtenu leur CAPES à titre payant. Et là, c'est un autre problème parce que le gouvernement a procédé à travers le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle à un recensement des intéressés pour qu'on leur reconnaisse ces diplômes professionnels-là obtenus. Mais jusque-là, nous constatons que c'est resté à l'étape de promesse depuis bientôt une dizaine d'années. Il y a également ceux-là qui avaient des diplômes. Je parle des enseignants de la promotion 2008, oui, dont la date d'effet du contrat est le 1er janvier 2008. Il y en a qui avaient obtenu des diplômes avant le 1er janvier 2008. Oui. Et quand ces collègues-là étaient en situation de classe, ce sont les membres du bureau APE qui s'impliquaient beaucoup plus dans le recrutement des vacataires à l'époque. Oui. Donc, vous pouvez avoir sous la main une maîtrise, mais vous déposez votre dossier, le conseil intérieur se réunit et on vous dit, bon, nous là, ne pouvons pas payer la maîtrise ici, hein. Nous allons vous payer la licence. Oui. Il a la maîtrise sous la main, on lui paye la licence. Donc, sur les états de paiement, c'est la licence qu'il a utilisée, alors qu'il a déjà la maîtrise sous la main. Pour corriger cette situation, on a introduit une pièce, les états de paiement. Oui. Alors que tous ceux qui avaient la maîtrise avant le 1er janvier 2008 n'avaient pas eu la chance d'utiliser leur maîtrise dans des établissements parce que des gens avaient le CAPES, oui, et ils ont travaillé sur la base de la licence. Okay. Mais pour régler cette situation, on a introduit les états de paiement et certains qui avaient bel et bien leur maîtrise ou leur CAPES avant le 1er janvier 2008 et qui n'ont pas pu fournir les états de paiement sont laissés sur les carreaux. Dans le cadre de la reprise de contrat, il faut reconnaître qu'on en parlait depuis, donc c'est avec le ministre Yves Kouarou-Tchabi qu'on a pu avoir cette décision de reprise de contrat au profit des intéressés. Mais pour le faire, on l'a encore fait à moitié, si bien que ceux qui ont des diplômes, les maîtrises et les CAPES avant le 1er janvier 2008 devraient bénéficier de cette reprise de contrat, mais puisqu'ils n'ont pas d'état de paiement, on les a laissés. C'est l'année d'obtention de diplôme qu'il faut regarder et non les états de paiement. Qu'est-ce qui justifie ce défaut d'état de paiement? Non, mais je vous ai dit, je l'ai expliqué tantôt. L'intéressé a son CAPES et le conseil intérieur à l'époque, puisque les parents payaient, oui, les souscriptions avant. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. En dehors de la contribution, oui, les parents payaient les souscriptions. Oui. Donc, ils ont un pouvoir. Les états là étaient signés par le comptable de l'établissement, le chef d'établissement et le président du bureau APE par le passé. Ok, monsieur Adjina, oui, est-ce que ce qu'il revendique maintenant, c'est peut-être c'est un rappel des moins perçus? Oui, il faut une reprise de contrat conformément au diplôme qu'ils avaient sous la main avant le 1er janvier 2008. Rappel des moins perçus. Donc, c'est une régularisation de leur situation administrative et par la suite financière. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Il y a également les collègues de 2014 et de 2016 recrutés avec les diplômes professionnels qui ont perdu 2 échelons, c'est-à-dire 4 ans qu'ils ont passé dans le contrat à durée déterminée. Ils ont perdu 4 ans de CDD quand on leur a permis de signer le contrat à durée indéterminée. On les a sacrifiés, ils ont perdu 4 ans. Et nous estimons qu'on doit pouvoir régler ce problème. Et si ça se passe comme ça,
c'est parce qu'au niveau de notre sous-secteur, nous n'avons pas un plan de formation. Nous n'avons pas un plan de formation. Ce n'est pas la même situation au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires. Donc, l'absence de plan de formation fait que ces collègues-là ont perdu comme ça 4 ans de CDD et cela pose un véritable problème. Donc, je crois que ce sont autant de situations et nous n'avons pas fini de tout évoquer. Parce que pour qu'on parle d'une année scolaire apaisée, il faudrait que les acteurs constatent que leurs problèmes sont réglés. Nous avons également des collègues qui sont de l'enseignement technique. Oui. Parce que les problèmes, il y en a tellement. Et chaque fois qu'il y a négociation, nous constatons que ce sont des promesses qui sont faites. Vous prenez les collègues de l'enseignement technique. Lorsque quelqu'un fait l'EPAC et il a la licence, c'est l'équivalent de la maîtrise de la faculté. OK. Donc, la licence professionnelle équivaut à la maîtrise. Et c'est bien précisé dans le décret 2015-377 du 24 juin 2015 portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'État. Lorsque vous prenez l'article 10 de ce décret, c'est bien précisé que la licence professionnelle est classée en A3. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Ces collègues-là ont été au concours et on les a considérés comme étant en A3. Ils ont payé la quittance comme étant des élèves professeurs certifiés. Mais pour les mettre en formation maintenant, on leur impose le BAPET en les considérant comme étant titulaires d'une licence académique. Et on les a classés en B1-1 au lieu de les classer en A3. Cela pose un véritable problème. Nous avons également des oubliés du secteur. Il y a les instituteurs de l'enseignement technique qui ne sont jamais mis en formation. Vous allez dans les lycées, il y en a qui ont été recrutés avec le bac. Ce sont ceux-là que nous appelons les instituteurs de l'enseignement technique. Ils n'ont pas été mis en formation. Il y a également les secrétaires, ceux qui sont dans les administrations des directions départementales et autres. Mais ceux-là, on ne parle pas du tout de leur mise en formation. Ceux-là n'ont même pas de carrière. Depuis qu'ils sont recrutés, ceux qui sont en C évoluent en C. Ceux qui sont en D évoluent en D. Ceux qui sont en B évoluent en B. Puisqu'ils ne sont pas des enseignants, on les a oubliés par rapport à la formation. À qui la faute? Pourquoi les syndicats d'enseignants ne se sont pas préoccupés de leurs collègues? Nous en préoccupons. La preuve, j'en parle ici maintenant. Il faut nous inviter aussi de temps en temps. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, non. Nous avons commencé avec vous. Voilà. Nous en avons reçu d'autres avant. Nous avons l'impression, nous avons l'impression que, bon, la liberté de presse, bon, l'orientation. Non, nous, c'est notre métier. Nous pouvons nous plaindre si ça ne va pas. Bon, notre ligne éditoriale nous permet de vous recevoir et de dire tout ce qui ne va pas. Parce que nous souhaiterons que la rentrée se passe très bien. Nous, on n'est pas là pour dire que tout ce qui se fait est mauvais. La preuve, j'ai mis l'accent sur les points positifs. Les points positifs. Mais il y a beaucoup de choses qui sont à régler, beaucoup de problèmes à régler, si bien que les enseignants ne se trouvent pas dans de bonnes conditions. Parce que ceux-là, par exemple, qui ne sont pas des enseignants, on ne pense pas à leur formation. Et lorsqu'on parle d'évolution dans la carrière aussi, il y en a qui sont bloqués à l'échelon 11. Mais lorsque vous prenez la loi portant statut général de la fonction publique, c'est la loi 2015-18 du 1er septembre 2017. Portant statut général de la fonction publique. Lorsque vous prenez cette loi-là, il y a les fonctionnaires de l'État, il y a les agents contractuels de droit public de l'État, et il y a les agents des collectivités locales. Et par le passé, lorsqu'on prend la loi de 1986, la loi 86-017,
je crois, du 27 février 1986, si mes souvenirs sont bons, portant statut des agents permanents de l'État. Oui. Alors qu'on n'avait pas seulement en principe, tout le monde devrait être des agents permanents de l'État. Mais à un moment donné, le recrutement des contractuels a commencé. Oui. Donc, une nouvelle loi a été initiée, votée. C'est ça, la loi portant statut général de la fonction publique. Au niveau de cette loi-là, il est prévu que dans les différentes catégories, que les agents aillent jusqu'à 15 échelons. Okay. Que vous soyez de la catégorie A, de la catégorie B, de la catégorie C, si vous avancez, il est prévu qu'on aille à 15 échelons. Alors que par le passé, c'était 12. Okay. Lorsqu'on prend des lois, il faut les décrets et les arrêtés d'application. Mais le gouvernement n'a pas cru devoir prendre ces décrets et arrêtés, si bien que il y a des fonctionnaires, pas seulement des enseignants, dans d'autres secteurs, qui ont atteint A1 ou A3 11, B1 11, ainsi de suite. On les a bloqués et ils sont admis à la retraite, soit A3 11, soit A1 11, soit A2 11, soit B1 11. Mais c'est encore un problème là maintenant, parce qu'il faut régler ce problème, leur faire des rappels. Il y en a qui sont même morts déjà. Ce n'est pas bien. Donc, lorsqu'on gère les travailleurs de cette façon-là, cela pose un véritable problème. Cela pose un véritable problème. Mais monsieur le secrétaire général, je vous ai écouté, vous avez énuméré pas mal de problèmes. Est-ce que c'est le règlement de tous ces problèmes qui vont nous garantir une rentrée scolaire, sinon une année scolaire apaisée? Vous savez, il y a des pays où on n'a pas assisté à ce à quoi nous avons assisté au Bénin ici. C'est-à-dire, ils disposent du droit de grève, mais ils n'en font pas usage. Pourquoi? Parce que il y a de l'anticipation pour régler les problèmes. Okay. Pour avoir une offre éducative de qualité, oui, la solution ne consiste pas à empêcher les travailleurs en général et les enseignants en particulier d'aller en grève. Lorsque le travailleur a le moral dans les chaussettes, c'est-à-dire il est complètement déséquilibré, oui, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Elle se voit. Donc, pour que notre secteur, le secteur de l'éducation, qui est le socle du développement, se porte bien, on doit pouvoir régler ces problèmes-là. Ne pas les régler, les éviter, c'est une fuite en avant et cela aura nécessairement des répercussions négatives sur l'offre éducative et donc sur le secteur de l'éducation qui est le socle du développement. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut régler tous ces problèmes avant 2 semaines. Mais il faut des débuts de solutions pour qu'on sente que le gouvernement a vraiment la volonté de régler ces problèmes pour le bonheur des acteurs du secteur de l'éducation, notamment les enseignants. Parce que si les enseignants se portent bien, oui, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et nous aurons une éducation de qualité qui va permettre de booster le développement. Monsieur Adjinan, vous nous avez présenté le tableau de ceux qui sont employés par l'État. Mais l'éducation au Bénin, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui est fait en direction de ceux qui sont du secteur privé, qui absorbent également une bonne partie des apprenants et qui permet même aux écoles publiques aussi de tourner? Parce que si tout cela devait être dans le public, ce que vous déplorez, classe volante et tout ça, les problèmes vont être encore plus aggravés. Mais est-ce que eux, chez eux, ça va un peu? Peut-être que ce n'est pas forcément votre mandat, mais c'est les gens qui font le même travail que vous pour la République. Comment ça se passe chez eux? Nous défendons tous les enseignants quand on se trouve dans des creusets où nous avons droit à la même chose. Nous les défendons tous. Et il faut dire que la loi portant orientation de l'éducation nationale, c'est-à-dire la loi 2003-11 du 11 novembre 2003, si mes souvenirs sont bons, qui a été rectifiée en octobre 2005. Ouais. Cette loi a prévu que l'État alloue de subventions
aux établissements privés. Ok. Et les conditions doivent être définies par des décrets et arrêtés. Donc, je crois que ça se dit, mais ce n'est pas encore devenu une réalité. Donc, les acteurs doivent trouver les voies et moyens pour que les privés bénéficient de ces subventions-là. On peut définir des critères, parce qu'il y en a qui donnent de bons résultats. Si ça doit être à travers la formation de leurs enseignants pour l'obtention des diplômes professionnels. Mais déjà, il faut dire que les animations pédagogiques de zone qui constituent en réalité des séances de renforcement de capacité au profit des différents acteurs, parce que ça se fait chaque trimestre et par zone pédagogique, et c'est organisé par l'inspection générale pédagogique du ministère. C'est ouvert à tous les enseignants, qu'ils soient du public ou bien du privé, parce que les conseillers pédagogiques sont des agents de l'État, et ce sont nos conseillers pédagogiques, agents de l'État, qui vont aussi faire les visites de classe dans les établissements privés, parce que l'école est publique et laïque, et je crois que par rapport à ceux qui sont dans les privés, il y a également le SMIC, parce que lorsque vous devez payer des agents, quelle que soit leur catégorie, il faut tenir compte du SMIC qui était à 40 000, qui en 2022, à partir de janvier 2023, est passé à 52 000. Donc, on doit pouvoir payer les agents du secteur privé sur cette base-là. Mais malheureusement, il y a des privés qui font un effort, mais ailleurs, compte tenu du chômage qui sévit, il y en a qui exploitent et les collègues. Et je crois que on doit pouvoir les sensibiliser pour qu'ils sachent que, s'ils payent bien, ils auront également de bons résultats. Monsieur Adina, vous avez dit tout à l'heure que l'éducation est le socle du développement. Mais quand on va vraiment inspecter les choses, nous avons l'impression que la formation qui est dispensée dans notre pays ne forme pas forcément des gens pour le développement. Nous formons, c'est moi qui le dis, nous formons des gens beaucoup plus pour le chômage ou pour être des spectateurs dans les entreprises. Les gens qui ont la licence, ils ont les diplômes, mais sur le terrain, c'est pas adéquat, ça ne répond pas à nos besoins réels. Est-ce que vous, en tant que syndicaliste, vous pensez à ces aspects pour que l'éducation soit orientée vers les besoins réels de développement du Bénin? Ok. Moi, j'ai la chance de présider la Commission nationale des jeunes de la COSI Bénin pendant 5 ans, c'est-à-dire de 2016 à 2021. Et nous avons des partenaires des Pays-Bas qui organisent des formations sur ce qu'on appelle l'employabilité des jeunes. C'est une thématique qui les préoccupe beaucoup. Et de façon globale, nous avons un véritable problème dans notre pays. C'est l'adéquation entre les formations et les besoins sur le marché du travail. Ça, c'est très important parce que il faut que l'État se donne les moyens pour mettre en place ce que nous pouvons appeler un système d'information sur le marché du travail. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on doit commanditer une étude qui nous permettra de savoir, mais dans 5 ans, à court, à moyen, à long terme, dans chaque domaine, quel est l'effectif des spécialistes dont nous avons besoin. Mais dans un pays de l'Afrique, on a fermé la faculté de médecine pendant 5 ans. Parce que les médecins, il y en a tellement, et ils passent même de maison en maison pour prendre l'attention, pour offrir leurs services. Donc, les médecins? Oui. Donc, c'est pour dire que il faut avoir des informations fiables sur les profils dont on a besoin. De combien d'ingénieurs des travaux publics a-t-on besoin en 5 ans? De combien de psychologues? De combien de sociologues? De combien de techniciens de laboratoire? Tout ça, là, ce travail doit être fait. Et si ce n'est pas fait de cette façon-là,
on va former pour former. Parce que lorsque les candidats au baccalauréat sont reçus, Oui. Il y a ce qu'on appelle orientation. Mais ça là, bon, est-ce que cela permet vraiment... Est-ce qu'il s'agit d'une vraie orientation? D'une vraie orientation. C'est là toute la question. Ce n'est pas une vraie orientation. Mais est-ce que c'est au bac que l'orientation devrait être On faite? ne devrait pas orienter à partir du baccalauréat. L'orientation devrait commencer depuis le primaire même. Elle se voit. Donc, je crois que bon, des efforts sont en train d'être faits. Mais ça là, c'est un véritable problème parce que le chômage, lorsqu'on doit faire des choix de filière, il faut que l'on ait des informations sûres pour savoir, bon, compte tenu des besoins, jusqu'à 10 ans encore, si je m'inscris dans cette filière-là, à la fin, je peux être employé. Mais compte tenu de l'effectif des candidats qui réussissent au bac chaque année aussi, bon, il y a les universités privées. Si un parent a les moyens pour envoyer dans une université privée faire une formation, il suffit que l'université privée fasse sa publicité pour dire, bon, ça c'est le chemin de l'emploi, c'est le chemin de l'avenir et tout ça là, et on s'inscrit sans véritablement penser au débouché. Donc, c'est un véritable problème et il est normal que tous les acteurs et toutes les forces vivent et réfléchissent à cette question-là pour que nos formations soient véritablement orientées vers l'autonomisation des diplômés parce que lorsque vous avez des diplômés, vous ne pouvez pas vous prendre en charge. Lorsque vous avez des diplômés, vous ne pouvez pas être employé par l'État ou bien par le secteur privé. Cela pose un véritable problème. Monsieur Alessandre Adina, merci. Je rappelle que vous êtes... Oui, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Nous n'avons pas vu le temps passer. Nous vous avons beaucoup écouté. Vous avez dit beaucoup de choses. On en voudrait plus. Mais malheureusement, c'est une question de temps. Nous sommes dans l'audiovisuel et tout est chronométré. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle du Bénin, SNES-TFP Bénin. Nous avons parlé de la rentrée scolaire 2024-2025. Vous nous avez dit que les enseignants sont prêts pour cette rentrée. Les syndicalistes sont prêts pour cette rentrée. Vous avez bien fini l'année passée et vous êtes prêts, vous êtes mis à jour pour que les activités puissent démarrer effectivement le 16 septembre prochain. Mais il y a un petit hic. Ce hic, c'est que votre ministère n'a pas pris les dispositions en ce qui concerne les nominations et les affectations pour que vos collègues puissent répondre présents effectivement à la date indiquée à leur poste. Et vous souhaiteriez également que de petits autres problèmes soient réglés pour que la rentrée soit, comme vous le souhaitez, apaisée, que les enseignants aient du cœur au travail et qu'ils s'adonnent pour que les résultats soient bons. Vous pensez qu'on devrait revoir un peu la situation des AME pour que le reversement puisse devenir une réalité et que tous les autres qui attendent d'aller en formation puissent aller en formation, que les questions horaires soient réglées et que les gens qui devaient aller en formation depuis qu'ils n'ont pas fait, qu'on puisse régulariser leur situation. Vous avez dit que nous avons besoin vraiment d'une étude pour déterminer ce que serait la demande de l'emploi dans quelques années pour pouvoir planifier les formations pour ne pas fabriquer des chômeurs. Je crois que c'est l'essentiel de votre propos de ce matin. Oui, c'est l'essentiel et je voudrais ajouter un élément très important. Allez-y. Il faut dire qu'il y a des agents de l'État, pas seulement des enseignants, mais les enseignants sont plus nombreux dans la situation. Ils étaient en service jusqu'au 31 décembre 2007 parce qu'il y a eu un reversement en 2008 et jusqu'à ce jour, ils sont restés sans contrat. C'est vrai, le gouvernement a demandé qu'on procède à leur recensement. Et en janvier 2024, les ministères concernés sous la tutelle du ministère de la fonction publique se sont retrouvés à la direction départementale du travail de la fonction publique en janvier 2024 à Abomey. Et les intéressés ont été appelés pour signer leur contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2007, ils sont sans salaire. Il y a des enseignants dedans. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée. Et
le ministère, lorsque nous nous renseignons, la fonction publique dit avoir joué sa partition. Parce que le contrat doit être paraphé par non seulement les autorités de la fonction publique, mais également ceux des ministères sectoriels et le ministère de l'économie et des finances. Mais comment est-ce que ceux-là vont reprendre les classes? Bientôt 8 mois, pratiquement 1 an, que les contrats ont été validés dans cette commission interministérielle envoyée, et il reste les paraphes pour que les intéressés entrent en possession de leur contrat et commencent par toucher leur premier salaire. Ils ont des rappels. Donc, moi, je lance un appel au gouvernement, surtout au chef de l'État, pour qu'il s'implique dans cette situation afin que ceux-là qui sont sans salaire jusque-là, qu'on régularise également leur situation. Et il y en a dans le secteur de l'éducation, mais dans les autres secteurs également. Monsieur Alexandre Adjina, on vous aura compris. Merci. Et c'est sur cet appel que nous allons mettre un thème à cette émission. Je vous remercie une fois encore d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien accepté de nous fournir toutes les informations utiles que vous avez passées sur cette émission. Je vais dire un grand merci à Nansrine Fatoumbi pour cet accompagnement fidèle, je vais le rappeler. Et je vais dire merci à vous également, chers amis et téléspectateurs qui nous avez suivis. Et merci de nous rester fidèles. Et à très bientôt. Passez une bonne semaine avec Kézare TV. Ciao.